Selon Nietzsche, celui qui a une raison de vivre supporte presque n'importe quel comment. Cette déclaration puissante nous invite à réfléchir à la relation profonde entre notre but et notre capacité à endurer, à persévérer et à surmonter. Elle suggère que le moteur de notre motivation ne se trouve pas dans des désirs passagers ou des caprices momentanés, mais dans les raisons profondes qui ancrent notre existence. Mais que se passe-t-il quand la clarté de notre pourquoi disparaît face à la routine, quand la motivation s'éteint sous le poids du quotidien ? C'est le défi auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés. Trouver la force de continuer à travailler, de continuer à avancer, lorsque la motivation est introuvable. Notre parcours à travers la vie est rarement une succession de sommets. Il y a des vallées aussi profondes que les sommets sont élevés, des moments où le puits de motivation se tarit. C'est dans ces moments-là, dans le silence de l'absence d'inspiration, que l'art de la discipline devient notre lumière guide. La discipline, souvent vue à tort comme une contrainte ou une punition, est en fait une grande source de liberté. Seul un esprit discipliné traverse les tempêtes de distraction et les calmes du désintérêt, guidant l'âme avec détermination vers ses objectifs. L'importance de la discipline dépasse largement le cadre de la réussite personnelle. Dans la tapisserie de l'effort humain, que ce soit dans les domaines de l'éducation, de la carrière ou du développement personnel, c'est le fil qui tisse les motifs du succès. C'est la force qui nous pousse en avant, lorsque les vents de la motivation ne gonflent plus nos voiles. La force intérieure qui nous permet de tenir nos engagements, d'affiner nos compétences et de cultiver la résilience nécessaire à une croissance durable. Pourtant, le chemin vers la maîtrise de l'art de la discipline ne repose pas uniquement sur la force de volonté ou la suppression des désirs. C'est un voyage qui commence par la compréhension, la reconnaissance de la discipline non seulement comme un moyen d'atteindre un but, mais aussi comme une pratique qui enrichit l'essence même de notre être. Cela implique la cultivation d'habitudes, en accord avec nos valeurs les plus profondes, la fixation d'objectifs qui résonnent avec notre véritable identité, et le développement d'un environnement propice à la concentration et à la productivité. En explorant cette forme d'art, nous plongeons dans la sagesse des âges passés et présents. Les philosophes, sages et penseurs ont toujours réfléchi aux vertus d'une vie disciplinée, proposant des perspectives encore très pertinentes aujourd'hui. Des stoïciens qui prônent la valeur du contrôle de soi et de la tranquillité intérieure, aux enseignements des philosophies orientales qui mettent l'accent sur la pleine conscience et le détachement. Les fondements philosophiques de la volonté sont à la fois divers et profonds. Ces traditions nous enseignent que la discipline n'est pas un joug à porter à contre-cœur, mais une pratique à embrasser avec joie, car c'est à travers elle que nous trouvons la liberté d'atteindre notre plein potentiel. Cette exploration de l'art de la discipline n'est pas un appel à fuir les jouets de la vie, ni à la considérer comme une marche sombre vers la réussite. Au contraire, c'est une invitation à découvrir l'harmonie entre la discipline et le désir, à apprendre comment cette poursuite de nos objectifs peut coexister avec, et même renforcer, les plaisirs de la vie. C'est un voyage vers la compréhension de la façon dont, dans les moments maîtrisés de nos journées, nous découvrons les germes de l'épanouissement, les racines du but et la satisfaction profonde de savoir que nous sommes engagés à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors que nous nous lançons dans cette exploration, mettons de côté toute idée préconçue de la discipline comme simple outil de productivité. Au lieu de cela, abordons-la avec curiosité et ouverture, prêts à découvrir les vérités plus profondes et les stratégies pratiques qui peuvent nous guider à travers les défis du travail sans motivation. À travers ce voyage, notre objectif est non seulement d'éclairer le chemin vers le développement personnel et professionnel, mais aussi d'inspirer une renaissance de la maîtrise de soi qui dépasse les limites de la réussite individuelle et résonne au cœur même de notre esprit humain collectif. En nous appuyant sur notre compréhension fondamentale de cet art, il est essentiel de différencier les concepts de motivation et de discipline qui, bien qu'étroitement liés,
jouent des rôles distincts dans notre quête d'objectifs et de développement personnel. La motivation est l'étincelle. C'est ce qui déclenche notre désir de poursuivre un objectif, nourri par des désirs internes et des récompenses externes. C'est ce sentiment d'enthousiasme et d'intérêt qui nous pousse à commencer un projet, à nous lancer dans un nouveau passe-temps ou à viser une promotion. La motivation est naturellement éphémère. Elle fluctue en fonction de notre état émotionnel, de l'environnement immédiat et d'innombrables autres variables qui peuvent changer d'un instant à l'autre. La discipline est au contraire une flamme plus stable. Elle ne dépend pas des fluctuations de nos émotions ou des circonstances extérieures, mais repose plutôt sur une base d'action cohérente, d'habitude et d'un engagement inébranlable envers nos objectifs, quelles que soient les récompenses immédiates ou nos sentiments du moment. Alors que la motivation peut être considérée comme la raison pour laquelle nous entreprenons une tâche, l'autodiscipline en est le comment, la méthode grâce à laquelle nous continuons d'avancer même lorsque notre enthousiasme initial s'est estompé. Se fier uniquement à la motivation pour être productif comporte de nombreuses limites. La motivation est comme la météo, imprévisible et changeante, ce qui nous rend vulnérables à la procrastination et à l'inconstance lorsqu'elle disparaît. C'est dans ces moments que les limites de la motivation sont les plus évidentes. Lorsque l'enthousiasme initial d'un nouveau projet s'estompe, ou lorsque nous sommes confrontés aux aspects banals et répétitifs de nos activités, la motivation flanche souvent. C'est là que ce concept prend le devant de la scène, offrant une base plus fiable pour atteindre ses objectifs. La discipline garantit que des actions sont entreprises et que des progrès sont réalisés, même en l'absence de motivation. C'est l'approche disciplinée du travail et de la vie qui permet l'accumulation de petits efforts au fil du temps, menant à des réalisations importantes. En abordant les fondements psychologiques de cette idée, il est essentiel de comprendre les rôles du contrôle de soi et de la volonté, qui sont tous deux des éléments centraux. Les recherches en psychologie montrent que le contrôle de soi, soit la capacité à gérer ses émotions, pensées et comportements face aux tentations, est essentiel à la réussite. La volonté, liée au contrôle de soi, et la capacité de résister aux tentations pour atteindre des objectifs à long terme. Les deux sont comme des muscles qui peuvent être renforcés avec le temps grâce à une pratique régulière. Le contrôle de soi et la volonté sont essentiels à la discipline, car ils aident à rester concentré sur ses objectifs, à résister aux distractions et à persévérer face aux défis. Les habitudes et les routines jouent un rôle essentiel dans la construction et le maintien de la discipline. Elles transforment l'exercice de la volonté et du contrôle de soi d'un effort conscient en un comportement automatique. En établissant des routines cohérentes, les individus peuvent réduire la charge mentale nécessaire pour décider quand et comment travailler vers leurs objectifs, ce qui facilite le maintien des progrès sur le long terme. L'automatisation du comportement est essentielle pour développer cette vertu, car elle limite la dépendance à la volonté et permet d'utiliser efficacement les ressources mentales. De plus, l'établissement d'habitudes et de routines disciplinées a démontré un impact profond sur la santé mentale et l'estime de soi. L'accomplissement régulier des tâches, le respect des normes personnelles et la poursuite constante des objectifs contribuent à un sentiment de compétence et d'auto-efficacité. Cela, à son tour, renforce l'estime de soi et contribue à un sentiment général de bien-être. Les bienfaits psychologiques de ce concept vont au-delà de la simple réalisation des objectifs, favorisant une image de soi positive et améliorant la santé mentale. Les personnes qui développent ce type de volonté rapportent souvent des niveaux plus élevés de bonheur et de satisfaction dans la vie, car elles sont mieux équipées pour gérer leur temps, remplir leurs obligations et poursuivre leur passion avec constance et détermination. En comprenant la relation nuancée entre la motivation et la discipline, et en explorant les fondements psychologiques de cette idée, nous commençons à apprécier l'interaction complexe des facteurs qui contribuent au succès durable et à l'épanouissement personnel. La motivation allume le moteur de l'ambition, mais c'est ce type de volonté qui guide la trajectoire et maintient les roues en mouvement, même lorsque la route devient difficile.
le développement de l'autocontrôle, de la volonté et d'habitudes disciplinées, nous propulse non seulement vers nos objectifs, mais améliore également notre santé mentale et l'estime de soi. À mesure que nous approfondissons cette idée, il devient évident que sa valeur dépasse la simple réalisation d'objectifs extérieurs, touchant à l'essence même de l'épanouissement personnel et du bien-être. En approfondissant les aspects pratiques du développement de la discipline, il devient évident que les stratégies que nous adoptons peuvent influencer de manière significative notre capacité à rester concentré et motivé, même en l'absence de motivation. Définir des objectifs clairs est l'une des stratégies les plus efficaces. Le cadre des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps spécifique, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps, est inestimable dans ce processus. Ces critères garantissent que les objectifs ne sont pas de simples souhaits, mais des cibles concrètes pouvant être poursuivies de manière réaliste. Des objectifs spécifiques clarifient ce qui doit être accompli, éliminant toute ambiguïté et concentrant les efforts. Des objectifs mesurables facilitent le suivi des progrès et motivent par des résultats visibles. Des objectifs atteignables assurent que les buts sont adaptés aux ressources et contraintes, renforçant le sentiment de possibilité. La pertinence garantit que les objectifs sont alignés avec des ambitions de vie plus larges, offrant ainsi un sentiment de but. Enfin, des objectifs limités dans le temps créent un sentiment d'urgence et aident à prioriser les tâches, ce qui facilite le maintien de la discipline en fournissant un calendrier clair pour leur réalisation. L'importance d'objectifs clairs ne peut pas être surestimée. Ils servent de phare de concentration, guidant nos actions et nos décisions. Lorsque les objectifs sont bien définis, la voie à suivre devient plus claire, ce qui réduit la probabilité d'être distrait par des distractions ou découragé par l'incertitude. Des objectifs clairs fournissent un critère contre lequel nous pouvons mesurer nos progrès, offrant des preuves tangibles de nos efforts et alimentant notre motivation à persévérer. Ils aident à diviser le parcours en étapes gérables, rendant la tâche intimidante d'atteindre un objectif important moins insurmontable. Des objectifs clairs sont la boussole qui nous aide à naviguer sur le chemin de l'effort discipliné, garantissant que nous restons orientés vers notre destination souhaitée, même lorsque l'attrait de la gratification immédiate nous tente de dévier de notre trajectoire. En passant du conceptuel au pratique, l'établissement d'une routine s'impose comme une autre stratégie essentielle dans le développement de la discipline. Les routines sont l'échafaudage sur lequel ce comportement se construit, apportant de la structure à nos journées et automatisant les processus de prise de décision. En instaurant une routine, nous automatisons des comportements positifs et réduisons la dépendance à la volonté et à la motivation fluctuantes. Les routines aident à ancrer des habitudes productives dans le tissu de notre vie quotidienne, garantissant que le progrès vers nos objectifs devienne une partie de notre identité plutôt qu'un effort sporadique. Créer des routines efficaces demande une approche adaptée à ses objectifs et à son mode de vie. Cela implique d'identifier les moments de la journée où nous sommes le plus productifs et de concevoir nos emplois du temps pour aborder les tâches les plus difficiles pendant ces périodes de pointe. Cela signifie également reconnaître et atténuer les distractions potentielles, en créant un environnement propice à la concentration et à la productivité. Par ailleurs, des routines efficaces prévoient des pauses pour éviter l'épuisement et maintenir de bonnes performances toute la journée. Elles sont flexibles, permettant des ajustements en fonction des retours de nos expériences et des changements dans nos circonstances. En concevant soigneusement nos routines, nous pouvons créer un cadre puissant qui soutient notre poursuite disciplinée de nos objectifs, en exploitant la force de l'habitude pour nous faire avancer avec un minimum de résistance. Développer la conscience de soi joue un rôle crucial dans la culture efficace de la discipline. Une compréhension approfondie de ses propres habitudes, déclencheurs et schémas est essentielle pour reconnaître les forces qui guident de notre comportement et pour identifier les opportunités d'amélioration. La conscience de soi nous aide à observer nos actions de façon critique, à reconnaître les habitudes utiles à nos objectifs et celles qui freinent notre progression.
Cela implique de réfléchir à nos cycles de productivité, de comprendre à quel moment nous sommes le plus susceptibles d'être productifs, et d'utiliser cette connaissance pour optimiser nos routines. C'est une invitation à un processus continu de découverte et d'adaptation de soi. Ce processus peut consister à tenir un journal pour suivre la productivité, tester diverses routines ou simplement réfléchir en fin de journée. L'objectif est de développer une meilleure conscience de soi, permettant d'adopter des stratégies disciplinaires plus efficaces. En comprenant nos rythmes et préférences, nous pouvons adapter notre approche de cette vertu pour que nos efforts restent constants et en harmonie avec notre personnalité et notre mode de vie. Dans la quête d'intégration de ce concept dans nos vies, la gestion des distractions demeure l'un des défis majeurs pouvant faire dérailler même les efforts les plus déterminés. Le monde moderne, avec ses sollicitations incessantes, présente une myriade de distractions. Qu'elles soient physiques, comme les notifications constantes de nos smartphones, ou mentales, telles que les inquiétudes et les rêveries qui troublent notre concentration. Pour naviguer dans ce paysage, il est essentiel de développer des stratégies pour minimiser ces distractions. Les distractions physiques, en particulier celles qui proviennent de la technologie, nécessitent une approche proactive. Une stratégie efficace est de répartir le temps en dédiant des moments précis aux emails, réseaux sociaux et autres communications, tout en gardant ces appareils en mode silencieux ou hors de portée le reste du temps. Cela réduit non seulement les interruptions constantes, mais permet aussi de retrouver des plages de temps ininterrompues, essentielles pour un travail en profondeur et concentré. De plus, l'utilisation d'applications et d'outils, conçus pour limiter l'accès à Internet ou bloquer les sites web distrayants pendant les heures de travail, peut aider à maintenir une discipline numérique. Tout aussi difficiles sont les distractions mentales qui peuvent nous égarer. Des techniques telles que la pleine conscience et la méditation se sont révélées efficaces pour entraîner l'esprit à rester présent, réduisant ainsi la tendance à s'inquiéter inutilement ou à rêvasser. Programmer des sessions de travail courtes suivies de pauses brèves, appelées technique Pomodoro, aide à rester concentré tout en offrant des pauses régulières pour reposer l'esprit. Créer un environnement propice à la concentration et à la discipline va au-delà de la simple réduction des distractions. Cela implique de concevoir un espace qui favorise activement la concentration et la productivité. Cela peut signifier différentes choses selon les personnes, mais comprend souvent un espace de travail propre, un bon éclairage, et parfois des éléments favorisant la concentration, comme des plantes ou de la musique instrumentale. Le confort personnel est également crucial, car l'inconfort physique peut être une source importante de distraction. Développer la volonté, tout comme gérer les distractions, est un élément essentiel dans la construction de la discipline. L'analogie de la volonté comme un muscle qui peut être renforcé avec le temps est particulièrement pertinente, suggérant qu'avec un exercice régulier, notre capacité d'autocontrôle peut croître. Ce processus commence par de petits défis gérables, conçus pour étirer notre maîtrise de soi sans la submerger. Tout comme un muscle se renforce grâce au cycle de stress et de récupération, notre volonté augmente également grâce à la pratique régulière de la résistance aux tentations et au dépassement de nos zones de confort. Les défis progressifs peuvent consister à résister à une petite tentation à laquelle vous céderiez habituellement, ou à vous engager dans une nouvelle habitude positive pendant une courte période chaque jour. Avec le temps, ces défis peuvent devenir plus importants, en s'appuyant sur la base de maîtrise de soi qui a été établie. Il est cependant important d'aborder ce processus avec patience et de reconnaître que les revers font partie du parcours. Tout comme les muscles peuvent se fatiguer et nécessiter du repos, notre volonté peut aussi s'épuiser, ce qui rend nécessaire des périodes de récupération et d'autocompassion. Le concept de la volonté comme un muscle souligne également l'importance de la nutrition, du sommeil et de la santé physique pour maintenir et développer l'autocontrôle. Des recherches ont montré qu'une mauvaise alimentation, le manque de sommeil et un exercice insuffisant peuvent épuiser nos réserves de volonté, rendant plus difficile le maintien de cette vertu. En prenant soin de notre bien-être physique, notre muscle de la volonté reste nourri, reposé et prêt à relever les défis.
La cultivation de la discipline est une démarche aux multiples facettes qui englobe la fixation d'objectifs clairs, la création de routines favorables, le développement de la conscience de soi, la gestion des distractions et le renforcement de la volonté. Chacune de ces stratégies contribue à la base d'une vie disciplinée, permettant aux individus de poursuivre leurs objectifs avec résilience et constance. En adoptant ces stratégies, les individus peuvent transformer l'art de la discipline d'un concept en une pratique vécue, libérant ainsi leur potentiel et atteignant leurs plus hautes aspirations. Le chemin vers la construction d'une vie disciplinée est semé d'obstacles, parmi lesquels l'épuisement et la procrastination occupent une place importante, représentant des défis majeurs pour maintenir la discipline. Reconnaître ces défis est la première étape pour les surmonter, car cela permet de développer des stratégies ciblées visant à atténuer leur impact. L'épuisement professionnel, marqué par la fatigue, le cynisme et une baisse d'efficacité, survient souvent après un long stress ou surmenage, sans repos, ni soins personnels suffisants. C'est un état où même les personnes les plus disciplinées peuvent voir leurs réserves épuisées, leur motivation diminuer et leur productivité être compromise. La procrastination, en revanche, est l'acte de retarder ou de remettre à plus tard des tâches. Un comportement qui peut saper cette vertu en créant un cycle de stress, de culpabilité et de diminution de la productivité. Ces deux défis, bien que différents, ont un point commun. Une planification stratégique et la conscience de soi permettent de les atténuer. Pour lutter contre l'épuisement professionnel, il faut adopter une approche multifacette. Avant tout, il est essentiel de reconnaître les signes de l'épuisement. Cela peut inclure une fatigue chronique, de l'irritabilité, un manque de satisfaction face aux réussites et un désintérêt général pour le travail. Une fois ces signes identifiés, il devient essentiel de prendre des pauses délibérées. Les pauses doivent inclure de courtes interruptions pour se ressourcer et aussi des périodes prolongées de déconnexion pour favoriser la récupération mentale et émotionnelle. Intégrer des activités qui sont régénératrices et totalement indépendantes du travail, comme des passe-temps, de l'exercice physique ou passer du temps dans la nature, peut rétablir l'équilibre et prévenir l'accumulation du stress. De plus, revoir et éventuellement redéfinir ses objectifs peut également jouer un rôle crucial dans le dépassement de l'épuisement professionnel. L'épuisement professionnel peut venir de la poursuite d'objectifs trop ambitieux ou en décalage avec ses valeurs, provoquant un sentiment de débordement. Définir des objectifs plus petits et gérables aide à retrouver confiance et élan en offrant une voie plus claire et réalisable. Ces objectifs plus modestes servent de tremplin, chaque réussite agissant comme une pierre angulaire vers des aspirations plus grandes, ce qui réduit la probabilité de se sentir dépassé. La procrastination, souvent vue comme un manque de discipline ou de gestion du temps, peut aussi révéler des problèmes plus profonds tels que la peur de l'échec, le perfectionnisme ou l'absence de clarté sur la tâche à réaliser. Surmonter la procrastination commence donc par comprendre ses causes profondes. Une fois ces problèmes résolus, des stratégies concrètes peuvent aider à briser la procrastination. Une approche efficace consiste à diviser les tâches, en parties plus petites et plus faciles à gérer. Cette décomposition rend le travail moins intimidant, chaque petite tâche servant de point d'entrée plus accessible pour commencer, ce qui réduit ainsi l'inertie qui accompagne souvent la procrastination. Une autre stratégie consiste à utiliser le renforcement positif, en se récompensant soi-même pour avoir accompli des tâches ou fait des progrès. Ces récompenses peuvent être de petits plaisirs, comme une collation favorite ou une courte pause agréable, incitant à commencer et poursuivre les tâches. De plus, la technique consistant à fixer des échéances artificielles pour des étapes personnelles avant la date limite réelle peut créer un sentiment d'urgence qui aide à lutter contre la procrastination. Solliciter l'aide de pairs ou de mentors est aussi une stratégie clé pour surmonter l'épuisement professionnel et la procrastination.
Partager ses difficultés avec d'autres offre de nouvelles perspectives, des conseils utiles et un soutien, réduisant le sentiment d'isolement. Les pairs peuvent offrir un soutien en matière de responsabilité, aidant ainsi à rester concentrés sur ses objectifs et engagements. Tandis que les mentors peuvent offrir des conseils, de l'encouragement et des stratégies qui ont fonctionné pour eux dans des situations similaires. Enfin, adopter la flexibilité et la compassion envers soi-même est essentiel. Le chemin vers la discipline ne consiste pas à suivre rigoureusement des plans, mais plutôt à savoir s'adapter aux circonstances changeantes et à se pardonner pour les écarts occasionnels. Reconnaître que les revers font partie du processus et se traiter avec bienveillance peut favoriser la résilience, ce qui facilite le rebond et permet de poursuivre ses objectifs avec un nouvel élan. Surmonter les défis de l'épuisement et de la procrastination est essentiel pour maintenir la discipline. En reconnaissant ces défis, en prenant des pauses stratégiques, en se fixant des objectifs plus petits, en comprenant et en traitant les causes profondes de la procrastination, en cherchant du soutien et en pratiquant l'autocompassion, les individus peuvent surmonter ces obstacles efficacement. Ces stratégies aident non seulement à maintenir la discipline, mais aussi à améliorer le bien-être général et la productivité, ouvrant ainsi la voie à une poursuite équilibrée et épanouissante des aspirations personnelles et professionnelles. En poursuivant plus loin, dans le parcours complexe de la construction de la discipline, nous rencontrons un élément clé qui façonne toute notre approche de la croissance et de l'apprentissage, l'état d'esprit. Le concept d'état d'esprit, tel qu'exploré par la psychologue Carol Dweck, en particulier la distinction entre un état d'esprit fixe et un état d'esprit de croissance, offre des perspectives profondes sur la façon dont nos perceptions des capacités et du potentiel peuvent influencer de manière significative notre capacité à intégrer ce principe. Un état d'esprit de croissance, la conviction que les capacités et l'intelligence peuvent être développées grâce à la persévérance et au travail acharné, apparaît non seulement comme une qualité bénéfique, mais aussi comme une pierre angulaire dans la fondation de cette vertu. L'état d'esprit de croissance joue un rôle clé dans le développement de la discipline. Il transforme les défis en opportunités, les revers en expériences d'apprentissage et les efforts en un chemin vers la maîtrise. Ce changement d'état d'esprit est crucial pour plusieurs raisons. Premièrement, il favorise la résilience, permettant aux individus de persévérer face aux difficultés. Avec un état d'esprit de croissance, les obstacles et échecs d'une vie disciplinée ne sont pas vus comme des signes d'incapacité, mais comme parties intégrantes de l'apprentissage. Cette perspective encourage à poursuivre les efforts et à rester engagé, même lorsque les progrès semblent lents ou que les obstacles paraissent insurmontables. De plus, un état d'esprit de croissance catalyse le développement de la discipline en modifiant notre perception de l'effort. Dans un état d'esprit fixe, l'effort est souvent perçu négativement, comme si le besoin de travailler dur signifiait un manque de talent ou de capacité naturelle. Avec un état d'esprit de croissance, l'effort devient le moteur de l'amélioration, un aspect essentiel et valorisé du succès. Cette réévaluation de l'effort comme une force positive élimine l'un des obstacles majeurs au développement de cette vertu, la réticence à s'engager dans un travail soutenu et exigeant. Au lieu d'y voir une restriction ou une sanction imposant la productivité, on peut le percevoir comme une force libératrice. Ce type d'autodiscipline, lorsqu'il est ancré dans un état d'esprit de développement, est la manière dont nous réalisons notre potentiel, transformons nos aspirations en réussite et naviguons dans les complexités de la vie avec but et direction. La discipline nous donne la liberté de viser l'excellence, de développer des compétences et habitudes ouvrant de nouvelles portes et permettant de relever de plus grands défis. Cette perspective de la discipline comme voie vers la liberté et la réussite nécessite de cesser de considérer les objectifs et les ambitions uniquement en termes de résultats. Au lieu de cela, elle met l'accent sur la valeur du processus lui-même, les pratiques quotidiennes, les améliorations progressives et les leçons apprises en chemin.
Cette approche axée sur le processus reflète un état d'esprit de développement, privilégiant le devenir à la simple réussite. Elle encourage à apprécier la maîtrise de soi requise pour s'investir pleinement, en soulignant que maîtrise et épanouissement résultent d'un effort et d'un engagement constant. Favoriser un état d'esprit de développement nécessite aussi de créer un environnement, interne et externe, propice à l'apprentissage et au développement continu. Cela inclut la recherche de retour, l'acceptation des défis et le fait de s'entourer de personnes qui incarnent les qualités de résilience, de persévérance et d'engagement envers la croissance. Cela consiste à bâtir une vie personnelle et professionnelle en accord avec les valeurs de curiosité, d'ouverture et de quête d'excellence. Le rôle de l'état d'esprit dans l'intégration de cette vertu est fondamental. Avec un état d'esprit de croissance, nous pouvons voir ce concept non comme des obstacles, mais comme des opportunités d'apprentissage, de croissance et de réussite. Cet état d'esprit favorise une résilience indispensable face aux défis, encourage une attitude positive envers l'effort et l'amélioration, et libère finalement le véritable potentiel de la maîtrise de soi comme force de développement personnel et professionnel. En nous aventurant dans les domaines philosophiques pour approfondir notre compréhension de la discipline, nous trouvons des enseignements inestimables dans le stoïcisme et les philosophies de Friedrich Nietzsche, chacun offrant des perspectives uniques sur l'essence et l'application de ce concept dans la poursuite de nos objectifs de vie. Le stoïcisme, philosophie hellénistique née au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, valorise des vertus comme la sagesse, le courage, la justice et surtout la tempérance, proche de la discipline. Les stoïciens pensent qu'il faut vivre en harmonie avec la nature et reconnaître les limites de son pouvoir, en mettant l'accent sur ce qui dépend de nous. Cette philosophie enseigne que, même sans contrôler les événements extérieurs, nous pouvons maîtriser nos réactions, soulignant ainsi l'importance de la maîtrise de soi sur nos perceptions, actions et émotions. La perspective stoïcienne sur la discipline est résumée dans les enseignements d'Épictète, qui a déclaré célèbrement « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la façon dont tu y réagis ». Ce sentiment reflète la conviction stoïcienne que la maîtrise de soi et la résilience sont essentielles à une vie vertueuse. Marc Aurèle, un autre philosophe stoïcien, éminent et empereur romain, éclaire davantage cette idée dans ses méditations, où il réfléchit à cette vertu face aux défis de la vie, notant « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Ces principes stoïciens préconisent une approche disciplinée de la vie, où la construction d'une citadelle intérieure de maîtrise et de résilience permet aux individus de traverser les vicissitudes du destin avec équanimité et détermination. En passant à la philosophie de Friedrich Nietzsche, nous découvrons une conceptualisation différente mais tout aussi profonde de la maîtrise de soi à travers le prisme de la volonté de puissance. Nietzsche a posé la volonté de puissance comme la force motrice fondamentale des êtres humains, un désir inné de surmonter les obstacles, d'étendre son influence et d'affirmer le contrôle sur ses propres circonstances. Contrairement à l'accent mis par les stoïciens sur l'acceptation et le contrôle de ses états internes, la volonté de puissance chez Nietzsche met l'accent sur l'aspect dynamique et affirmé de la nature humaine, cette impulsion incessante à façonner son destin en accord avec ses propres valeurs et aspirations. La discipline, selon Nietzsche, reflète la volonté de puissance. C'est le moyen par lequel les individus exercent un contrôle sur leur propre vie, en canalisant leurs énergies et leurs désirs dans une direction cohérente et pleine de sens. En ce sens, il ne s'agit pas simplement d'autodiscipline ou de respect des normes extérieures, mais il s'agit fondamentalement du dépassement de soi, du processus de transcendance de ses propres limites, de l'affinement de son caractère et de la maîtrise de sa propre vie.
L'idée de Friedrich Nietzsche de l'Übermensch, ou surhomme, incarne ce concept, représentant un individu qui a atteint un niveau profond de maîtrise de soi et d'autonomie grâce à la culture disciplinée de ses vertus et de ses talents. En explorant plus en profondeur les dimensions philosophiques de ce concept, nous nous penchons sur le cadre éthique d'Emmanuel Kant, qui présente la discipline non seulement comme un outil pratique d'amélioration de soi, mais aussi comme un impératif moral, enraciné dans la notion de devoir et de loi morale. L'éthique kantienne, avec son insistance rigoureuse sur le devoir, l'autonomie et l'impératif catégorique, offre une perspective convaincante sur cette vertu en tant que pierre angulaire éthique de l'action humaine. Pour Kant, la notion de devoir est centrale dans l'action morale, affirmant que les actions sont moralement louables lorsqu'elles sont accomplies par devoir, plutôt que par inclination ou par désir de gain personnel. L'impératif catégorique, principe central de la morale kantienne, exige d'agir uniquement selon des maximes que l'on souhaite universelles. Ce principe met en avant l'universalité et l'objectivité de la loi morale, soulignant l'importance de la discipline pour aligner ses actions sur ces principes universels. Dans ce contexte, elle devient un vecteur de la réalisation de la loi morale, guidant les individus à agir par devoir plutôt que par caprice ou désir. L'éthique kantienne affirme que la véritable valeur morale découle d'actions maîtrisées, qui sont en harmonie avec la loi morale, indépendamment des conséquences que ces actions peuvent produire. Ce point de vue suggère que cette vertu, lorsqu'elle est exercée comme une expression du devoir, transcende la simple utilité et incarne plutôt la valeur intrinsèque de l'action éthique. L'individu discipliné, selon la perspective kantienne, est celui qui accorde la priorité au devoir plutôt qu'à l'inclination, qui agit non pas en fonction de ce qu'il peut en retirer, mais parce que c'est la bonne chose à faire. L'adhésion aux principes moraux donne aux actions une valeur intrinsèque, témoignant d'un engagement envers la vie éthique. En passant de l'éthique déontologique de Kant à l'éthique de la vertu d'Aristote, nous rencontrons une vision différente mais complémentaire de la discipline dans le contexte de l'eudaimonia, ou l'épanouissement. Le concept d'eudémonia d'Aristote représente le bien suprême pour les êtres humains, atteignable non pas par la recherche du plaisir ou l'évitement de la douleur, mais par la pratique de la vertu. La discipline dans le cadre d'Aristote est essentielle à cette pratique, servant à la fois de moyen et de manifestation de l'excellence personnelle. Aristote soutient que les vertus sont des habitudes développées par une pratique constante nécessitant un effort délibéré et une réflexion éthique. La discipline, donc, ne concerne pas seulement la maîtrise de soi ou la suppression des désirs, mais la cultivation d'un caractère orienté vers le bien. C'est par ce type d'action vertueuse, guidée par la sagesse pratique, que les individus peuvent aligner leurs désirs sur des fins vertueuses, atteignant ainsi un état d'excellence du caractère qui contribue à une vie épanouissante et pleine de sens. Cette vertu joue un rôle clé dans la réalisation de l'eudémonia. Elle permet aux individus de réaliser leur potentiel, non pas à travers des réussites ou des distinctions extérieures, mais par le développement des vertus qui constituent une vie bien vécue. La discipline, dans ce sens aristotélicien, est à la fois le chemin et la destination, un processus continu d'amélioration de soi et d'engagement éthique qui conduit à la réalisation de son moi le plus élevé. C'est la poursuite disciplinée de la vertu qui permet aux individus de surmonter les défis de la vie avec grâce, de cultiver des relations durables fondées sur le respect mutuel et des valeurs éthiques, et de contribuer positivement aux communautés dont ils font partie. Alors que nous arrivons au terme de notre exploration, nous avons parcouru un paysage riche en réflexion, en stratégie et en sagesse philosophique autour de la culture de la discipline.
de la distinction entre motivation et discipline à l'étude des bases psychologiques qui renforcent notre détermination, nous avons mis en avant les étapes pratiques pour créer un environnement favorable au travail concentré et à l'épanouissement personnel. Les stratégies que nous avons abordées, allant de la définition d'objectifs clairs et réalisables à la réduction des distractions et à la gestion de nos ressources mentales, constituent les bases essentielles pour développer un cadre solide d'amélioration de soi. Les enseignements philosophiques explorés offrent un contexte plus profond, présentant la maîtrise de soi comme un outil pour atteindre des objectifs et une vie éthique et pleine de sens. Le stoïcisme et les philosophies de Nietzsche nous rappellent la puissance de nos réactions face aux défis de la vie, nous encourageant à adopter une attitude affirmée face à nos circonstances. L'accent de Kant sur le devoir moral et la vision d'Aristote de l'éthique de la vertu enrichissent notre compréhension de la maîtrise de soi comme fondement d'une vie accomplie. S'engager dans ce voyage ne nécessite pas de bons monumentaux, mais ce sont plutôt les petits pas constants qui mènent à des changements profonds. Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez, en sachant que la maîtrise de soi est un processus d'amélioration progressive et de persévérance. C'est dans l'engagement quotidien envers nos objectifs, les routines que nous établissons et la pleine conscience avec laquelle nous abordons nos tâches que nous trouvons le progrès. Chaque jour offre une nouvelle opportunité de pratiquer, d'apprendre et de grandir. Au fur et à mesure que nous avançons, accueillons les défis et les revers, non pas comme des obstacles, mais comme des tremplins sur le chemin de l'excellence personnelle. Le voyage consiste autant à développer la résilience et l'adaptabilité qu'à atteindre des résultats précis. L'essence de l'amélioration de soi ne réside pas dans l'ampleur de nos actions, mais dans la constance et l'intention qui les sous-tendent. Pour conclure, réfléchissons aux paroles de James Clear, qui saisit avec éloquence l'essence de nos discussions. Vous ne vous élevez pas au niveau de vos objectifs, vous tombez au niveau de vos systèmes. Cette réflexion souligne l'importance des structures que nous mettons en place, des habitudes que nous cultivons, des routines auxquelles nous nous tenons et de l'état d'esprit que nous entretenons. Ce sont ces systèmes, fondés sur les principes que nous avons explorés, qui nous permettent de libérer le véritable potentiel de l'autodiscipline, transformant ainsi nos aspirations en réalité. Alors que vous entrez dans le monde, armé des connaissances et des stratégies que nous avons partagées, souvenez-vous que le parcours de l'amélioration de soi est un marathon, pas un sprint. Soyez patient avec vous-même, restez engagé sur votre chemin, et laissez la discipline de vos actions aujourd'hui être le fondement sur lequel vous construirez un avenir plus radieux et plus épanouissant.